Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On est très content de vous accueillir sur le parcours planète de l'association Teens Up. Teens Up, c'est une association qui organise comme ça des événements qui permet entre autres aux jeunes de s'inspirer et de vous aider à révéler en fait tous vos talents en parlant de sujets dont on parle peut-être un petit peu moins de temps en temps au collège, au lycée, etc. Pour cette première conférence de Parcours Planète, je vous propose de dire bonjour à Waterlife, à Gwenaëlle, Maxime et Xavier. Voilà. Alors, Gwenaëlle, tu es coordinatrice, Maxime, responsable projet événementiel, et Xavier, directeur technique. Est-ce que, juste dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez un peu nous expliquer chacun, en tant que citoyen, qu'est-ce qui vous a amené finalement à travailler sur ces sujets et à rejoindre Waterlife? Je sais pas qui veut commencer. Du coup, moi, c'est Gwenaëlle. Qu'est-ce qui m'a motivée à m'engager pour Waterlife? Pour faire assez simple, j'ai un parcours scolaire et professionnel assez sportif. J'ai commencé par passer un diplôme pour être maître nageur sauveteur. J'ai continué ensuite en STAPS, donc une fac de sport. Et je continue encore mes études dans le management du sport cette fois-ci. Donc le sport est une grande partie de ma vie. Et je pratique aussi beaucoup les sports de glisse. Et quand on pratique des sports de glisse, on est directement en fait confronté au milieu naturel, donc l'océan, la montagne ou même la campagne, les forêts. Et ce qui m'a donné envie en fait de m'engager pour Waterlife, donc qui est une association de préservation des milieux aquatiques, c'est en fait de retrouver sans arrêt des déchets sur mon lieu en fait de pratique sportive. Et c'est quelque chose qui m'irritait. Et le fait de m'être engagée pour Waterlife, ça m'a permis aussi de comprendre d'où venait cette pollution et comment en fait agir au quotidien pour essayer de la limiter. Merci. Je ne sais pas si Maxime, tu peux nous expliquer aussi un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Donc moi, en fait, c'était un peu une quête de sens. Tout simplement, j'ai travaillé déjà une année et je travaillais dans les entreprises en général, dans le secteur pharmaceutique. Et j'avais pas trop cette sensation de retrouver un peu du sens dans mon travail, dans mes journées. Et donc, quand je suis venu sur Bordeaux, j'ai trouvé l'association et j'ai directement été beaucoup intéressé, étant donné que j'avais beaucoup d'intérêt pour les sports de glisse. Et j'ai eu du coup vraiment l'occasion de pouvoir allier ce côté loisir et aussi avec une quête de sens. Donc vraiment trouver un peu l'importance et au quotidien. À toi maintenant. Alors bonjour à tous, merci à Teens Up de nous inviter sur cet événement. Je trouve ça super, c'est une super initiative. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir parler de l'association et de ce qu'on fait et d'environnement à vous tous. Merci d'être là. Moi, je suis Xavier Langlois. Moi, j'ai un parcours... Alors moi, je suis un peu plus âgé. Hein. J'ai 30 ans. J'ai fait un lycée professionnel il y a maintenant quelques années en logistique. Donc j'ai des compétences de coordination. Après, j'ai fait des études supérieures là-dedans. Pareil, j'ai travaillé un petit peu dans le milieu de la logistique. J'ai pas mal voyagé. Et vu que je suis surfeur aussi pratiquant de sport de glisse, je me suis rendu compte en Indonésie de la pollution qui est plus flagrante que chez nous. C'est pas caché là-bas aux yeux de tout le monde. Et en rentrant, on a eu l'idée avec Alain Gétraud, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est le président de l'association Waterlife, de fonder Waterlife Community. Voilà, donc c'est parti comme ça l'histoire. Moi, j'ai été salarié de l'association pendant 3 ans. Voilà, maintenant, Gwenaëlle, Maxime et Léa, qui n'est pas là, ont repris le relais, mais moi, je suis là en support et pour les aider au jour le jour pour les questions les plus compliquées, on va dire. Voilà. Merci beaucoup. Avant de continuer, bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints. Donc vous êtes bien sur le parcours Planète et on reçoit Waterlife qui va nous parler des sports de glisse au service de l'environnement. Je vais vous laisser nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, Waterlife, oui, le sport de glisse au service de l'environnement. On va vous parler du programme là rapidement. Donc on va faire une présentation générale de l'association. Donc ça c'est moi qui vais m'en charger. Et après, second sujet, ce sera le cycle de l'eau. On va parler du cycle de l'eau. Vous avez dû l'étudier un petit peu. Ça doit vous parler. On va vous donner des chiffres. On vous parlera aussi de l'eau virtuelle. Pardon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est assez intéressant. Ensuite, on parlera de la pollution des eaux et de tous les types de pollution qu'on peut retrouver dans l'eau, et notamment le plastique, qui est un petit peu notre combat. Voilà, et on conclura là-dessus et on passera aux questions s'il y en a. Voilà.
qui sommes-nous? Donc Waterlife. Waterlife, on est une association, comme je l'ai expliqué, on a été créé en 2016. On est une association de loi de 1901. C'est parti du constat de la pollution de nos spots, de nos lieux de pratique, en fait, hein, que ce soit à l'océan ou dans les lacs, dans les rivières, même à la montagne. On en parlera après. Nos actions, Gwenel. Voilà. Donc notre positionnement, donc nous, c'est préservation de l'environnement au travers des sports de glisse, parce qu'en fait, on pense que un pratiquant est déjà à moitié convaincu de la préservation de l'environnement. Et pour nous, alors on sensibilise tout le monde, hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais à la base, on sensibilisait le pratiquant au travers des sports de glisse. Il se rendait compte que son terrain de jeu était pollué, était abîmé. Et donc relativement facilement, et il arrivait à s'engager pour l'environnement et à convaincre ses proches. Parce que c'est vrai que c'est plus simple de convaincre ses proches par rapport à ces sujets-là que quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. On va vous parler maintenant de nos actions. Donc on fait des actions comme aujourd'hui, donc en milieu scolaire. Donc là c'est pas tout à fait en milieu scolaire, mais on fait aussi des interventions dans les écoles. On a fait des interventions avec les petits en primaire, au collège, au lycée. On fait aussi des interventions pour des entreprises. Donc là ça va être de la sensibilisation. Donc on a déjà fait des formats comme celui-ci dans des amphithéâtres. On a fait des formats aussi à l'océan. Donc souvent ce qu'on aime faire nous c'est on aime bien faire sensibiliser les gens et en échange de cet effort qu'ils font pour la planète, d'écouter, d'être attentifs, on essaie de leur rendre. Et comment on leur rend? On les amène souvent à l'océan avec nous ou ailleurs et on les fait collecter les déchets. Donc là ils donnent encore un peu plus et à la fin on les amène en pratique. Donc ça on leur fait faire du skate, du surf, ça peut être du stand-up paddle, tout un tas d'activités et ça leur permet aussi concrètement de se rendre compte sur le terrain, au-delà, plus loin que dans une conférence comme celle-ci, qu'il y a un problème de pollution. Voilà. Excusez-nous, on est en train de manier la télécommande. Ensuite, donc, dans nos actions, j'en parlais, on fait des collectes de déchets. On fait donc plein d'événements aussi, des festivals, on participe à des villages associatifs, des ateliers DIY, comme on se recroisera peut-être au cours de ces 2 jours cet après-midi ou demain. On participe à des programmes scientifiques et d'observation. Alors on n'est pas directement des scientifiques, hein. On s'est entouré de scientifiques. On travaille notamment avec Surfrider Foundation sur un programme qui s'appelle Waterman Tester. C'est un programme participatif en fait. Tout le monde peut y participer, d'analyse d'eau. En gros, vous allez pratiquer quelque part, du kayak sur l'air par exemple. Vous pouvez contacter Surfrider, ils vous remettent ce petit flacon rouge qu'on voit à l'écran. Et ce flacon, ça vous permet de prélever de l'eau et de le faire analyser gratuitement. Donc tous les frais sont payés par Surfrider et c'est assez sympa parce qu'après toutes les analyses sont référencées sur une carte interactive et c'est vraiment une action qui est à la portée de tous. Ça c'est la première chose qu'on a faite au niveau des programmes scientifiques. Ensuite on a fait des observations de pollution, des alertes, observations d'oiseaux, faune flore. Notamment, ces observations, on les fait beaucoup lors de nos éco-raids. Donc, c'est la slide du milieu. Les éco-raids, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose qu'on a fabriqué au sein de l'association. En fait, on organise des raids sportifs de plusieurs jours. On part entre nous, pour l'instant. On aimerait bien l'ouvrir à d'autres, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué en termes d'autorisation. Et l'idée, c'est de partir. Donc là, on voit, on est en pirogue. Donc ça, c'est du matériel qui nous appartient. Hein, c'est nous sur la photo. On est en Bretagne. Et là, on était parti 4 jours de la pointe de la Torche jusqu'à Guidel. Ça fait à peu près 70 km de pirogue. Il y a 2 pirogues. Et l'idée, c'était de naviguer, tester du matériel. On avait pas mal de partenaires qui nous fournissaient du matériel. Surfer, prélever des déchets. On a fait des observations d'oiseaux pour la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. On testait aussi l'autosuffisance, c'est-à-dire qu'on partait avec des vivres, donc de la nourriture lyophilisée. La nourriture, en fait, vous prenez par exemple un plat de pâtes à la provençale, vous passez au four, ça va sécher. C'est des fours spécifiques. Hein. Ça, du coup, les aliments, ils réduisent, ça perd toute son eau et c'est facilement transportable et ça se conserve très longtemps. Et donc nous, on se nourrissait avec des aliments comme ça, c'est très très bon. Et ça nous permettait de tenir pendant 4 jours en autosuffisance. On pratiquait la pêche aussi, on avait des harpons, on pêchait à la ligne. Et voilà, c'est plutôt génial. C'était des grands moments de cohésion aussi pour nous au sein de l'équipe. On en a fait plusieurs. On en a fait aussi à l'île de Ré, en pirogue toujours. On a fait Lacano, Montalivet jusqu'à Lacano en fat bike. Donc c'est des vélos avec des gros pneus
pour rouler dans le sable. Ça, c'était l'éco-raid le plus difficile, parce que c'était en période caniculaire et c'était quelque chose. Et voilà, on en organise régulièrement, on essaie d'en faire un par un en général. Alors, nos lieux d'intervention. Donc là j'ai passé toutes nos actions. En gros, nos lieux d'intervention, donc ça va être à vos côtés comme aujourd'hui. Ça va être en milieu naturel, comme je l'expliquais, quand on amène les gens pratiquer avec nous et collecter. Et ça va être à Darwin Écosystème. Voilà, nous, je ne sais pas si vous connaissez Darwin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle. Oui, je m'en doutais. C'est un espace qui est super. Hein. C'est une ancienne caserne militaire qui a été réhabilitée. Il y a plein d'entreprises qui cohabitent, d'associations. Ça fonctionne en écosystème, ça veut dire qu'on essaie tous de se facturer entre nous. Par exemple, si j'ai besoin d'une agence de communication, plutôt que d'aller chercher ailleurs, je vais aller chercher l'agence de communication de Darwin. Si j'ai besoin d'acheter des chaussures, maintenant il y a un magasin de chaussures à Darwin, je vais pouvoir acheter mes chaussures là-bas. Ainsi de suite, et c'est un cercle vertueux et on essaie de fonctionner ensemble. Et là-bas, on a fait pas mal d'événements, notamment le festival Climax. Donc c'est le festival de Darwin avec beaucoup de conférences de ce type sur le thème de l'environnement, avec des pointures en la matière. Voilà. Donc pour nous, c'est un lieu qui est très enrichissant et qu'on adore. Voilà, j'ai fini la partie présentation de Waterlife. S'il y a des questions, retenez-les bien, on les posera à la fin. Et je vais passer le micro à Gwenaëlle. Alors, la première partie du coup de notre intervention, c'est un petit peu un rappel de quelque chose que certains ont peut-être déjà pu voir, le cycle de l'eau. Avant de commencer à expliquer ou réexpliquer du coup ce que c'est le cycle de l'eau et en quoi ça consiste, je vais surtout vous expliquer rapidement pourquoi on vous présente le cycle de l'eau aujourd'hui. Donc comme vous le savez du coup maintenant, on est une association de préservation des milieux aquatiques et en cela ça comprend les lacs, les rivières, l'océan. Et en fait, l'eau sur Terre, elle suit un cycle qui se renouvelle en fait toujours. Et on voulait faire le lien aujourd'hui entre justement le voyage de cette eau à travers ce cycle de l'eau et la pollution du coup, et en quoi en fait la pollution d'un endroit, et ben du coup peut polluer toutes les autres étapes du cycle de l'eau et se retrouver finalement partout sur Terre. Donc voilà, vous avez un schéma qui est un peu peut-être brut de décoffrage là comme ça. Globalement, bon, je vais pas y passer très longtemps, mais vous avez une première étape en fait qui est l'évaporation. Donc l'évaporation de quoi ? Excuse-moi, est-ce que ça vous parle déjà ce schéma ? Est-ce que quelqu'un... Oui ? Vous l'avez étudié ? Ok, parfait, bon, ça va être facile alors. Alors, du coup, on commence par une première étape qui est l'évaporation. Donc, sous l'effet en fait de la chaleur dégagée par le soleil, l'eau de mer, l'eau des fleuves, l'eau des rivières, et même l'eau en fait qui est contenue dans les êtres vivants, donc les plantes, mais même nous et les animaux, se retrouve du coup à monter sous forme de gouttelettes d'eau vers le ciel. Une fois que ces gouttelettes sont assez hautes, elles se regroupent en nuages. Donc ça, c'est plutôt la condensation. Toutes ces petites gouttelettes qui s'échappent en fait de la surface de la Terre se retrouvent pour former des nuages. Et à partir de ce moment-là, ces nuages, quand il y a trop de gouttelettes qui se sont accumulées les unes avec les autres, les nuages deviennent trop lourds. Et du coup, il faut que ça redescende. Donc c'est là qu'on observe les précipitations de type pluie, de type neige, en fonction de la température. Et une fois qu'on en est là, vous pouvez voir sur le schéma, au niveau des montagnes, donc vous avez la neige qui reste du coup sur les sommets, vous avez la pluie qui descend, et en fonction en fait de la nature du terrain, de s'il est perméable ou un peu moins, l'eau elle va s'écouler jusqu'à réalimenter du coup les lacs, les rivières, puis les fleuves et retourner dans l'océan. Il y a aussi une partie de l'eau, si le sol est perméable, c'est-à-dire qu'il laisse passer l'eau, qui va s'infiltrer en fait dans des nappes. Et c'est dans ces nappes-là, notamment, qu'on puise l'eau potable que vous buvez tous les jours au robinet ou en bouteille. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer, par exemple, si on parle d'une pollution qui peut paraître assez simple, je vais prendre l'exemple d'une marée noire. Une marée noire dans l'océan, il y a des composants, quand ils montent comme ça avec la première étape du cycle de l'eau qui est l'évaporation, il y a des composants qui vont monter et d'autres qui vont rester à terre. Donc les plus lourds, comme le sel par exemple, restent en général dans la mer. Mais vous avez aussi des composants plus volatiles et potentiellement toxiques, du coup qui s'échappent et qui suivent comme ça, comme l'eau, tout le cycle de l'eau. Et du coup, une marée noire par exemple en plein Pacifique, eh ben, potentiellement ça peut polluer une nappe phréatique française et nous impacter tous.
Donc voilà pourquoi je trouvais que c'était important de faire un petit rappel sur le cycle de l'eau. Du coup, on va passer à l'eau virtuelle. Est-ce que ça dit à quelqu'un quelque chose, l'eau virtuelle? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? Non? Alors, l'eau virtuelle, pour faire très simple, c'est l'eau qui est nécessaire pour élaborer un produit. Donc, un produit, ça peut être un vêtement, ça peut être un service, un transport. En fait, derrière la plupart des objets que nous consommons tous les jours, il y a des litres et des litres d'eau qui sont nécessaires pour l'élaboration de ce produit. Je prends l'exemple, par exemple, d'un t-shirt. Pour votre t-shirt, vous vous dites peut-être, il n'y a pas besoin d'eau pour un t-shirt, c'est du coton, c'est du fil, il n'y a pas d'eau, le t-shirt, il boit pas d'eau. Et ben en fait, l'eau virtuelle, par exemple pour ce t-shirt, ce sera compté comme l'eau qui a servi à arroser le coton de votre t-shirt, l'eau qui a certainement permis aussi aux machines qui vont tisser le fil et coudre le t-shirt de fonctionner. Et en fait, on reprend tout le cycle de fabrication du produit et on compte toute l'eau nécessaire à chaque étape de fabrication du produit. Voilà. Alors maintenant qu'on en est là, je voulais faire un zoom, non pas sur les t-shirts, mais plutôt sur les aliments. Donc vous avez des petites barres avec par exemple le premier 17 196 litres, le deuxième 15 000 et quelques litres, 14 000, 11 000. Et je voulais essayer de vous faire un petit peu deviner, en fait, est-ce que vous avez une idée de ce qui se trouve en fait en première place là à 17 000 litres d'eau? À votre avis, qu'est-ce qui nécessite 17 000 litres d'eau? Oui, bonhomme. La tomate? C'est pas la tomate. Oui. Non plus. Un troisième essai? Oui, bonhomme au milieu. Alors. Attends. Ouais. Je vais donner un indice et on va interroger une ou deux personnes de plus. Vous allez en manger beaucoup à Noël. Oui? Non? Moi, je mange pas beaucoup de pommes de terre à Noël. Hein. Un autre indice, à Pâques, on en mange aussi beaucoup. Eh oui, c'est ça. Gagné, le chocolat. On réinterroge 2-3 personnes de plus pour la seconde place sur le podium. Oui. Non plus, toujours pas la pastèque. Non. Oui. Non. Tout au fond? Non, mais pas loin. Le café. Vous avez peut-être pas encore l'âge d'en boire, vous aimez peut-être pas encore ça, mais on est beaucoup sur Terre à adorer le café. Et le café, entre sa culture et sa torréfaction notamment, consomme énormément d'eau pour sa fabrication en fait du plant de café jusqu'à votre tasse. Et en troisième position, c'est pas un fruit, c'est pas un légume pour l'indice. Ah, j'ai entendu de la viande. Quelle sorte de viande? Non. La viande rouge, la viande bovine. Donc voilà. Ça, c'est un peu le top 3 des aliments qui nécessitent le plus d'eau. Et pour vous faire un classement un peu général, donc en premier, on a le chocolat, en second, le café, et en troisième, du coup, la viande bovine. Vous avez aussi les noix de cajou, qui sont très consommatrices en eau, les pistaches, le thé, les amandes, les lentilles, la viande porcine, et pour finir, les noisettes. Voilà. Est-ce qu'il y a une réaction comme ça, à chaud, par rapport à ces infos? Oui, ma grande? Alors, pourquoi on a tant d'eau pour le chocolat? Le chocolat, c'est fait à partir de fèves de cacao. Et les fèves de cacao, c'est une plante du coup, qui nécessite de l'eau pour la cultiver déjà. Donc, à partir de là, on a déjà une première base. Et ensuite, le chocolat, c'est non seulement au départ une plante, mais c'est aussi un produit très transformé. Parce que tu t'imagines bien que depuis la fève de cacao jusqu'à ton chocolat dans la tablette, il y a tout un tas d'étapes et en fait, de manière générale, dans la fabrication d'un produit, plus il y a d'étapes à sa fabrication, plus ça nécessite du coup de consommer de l'eau. Oui. Oh oui. C'est pour ça que? Si par exemple on cuit du chocolat, c'est à cause de ça. Alors pas forcément liquide, mais les fèves de cacao, la plante est cultivée, donc ça c'est une première étape de l'eau. Ensuite, elles sont récoltées et broyées. Donc ça, pareil, il y a des machines qui nécessitent en fait de l'eau. C'est des machines mécaniques qui marchent à l'essence, mais globalement, il y a tout un tas de produits qu'on y ajoute qui nécessitent du coup de l'eau. Et ensuite, à partir de là, c'est broyé, c'est fondu, donc encore des machines, encore des procédés. Et en fait, il y a plein de phases cachées comme ça dans la transformation d'un produit qui nécessite de l'eau. Une dernière réaction avec le petit bonhomme du milieu au fond. Alors, j'ai une question. Pourquoi il n'y a pas le blé dans le... Enfin, le blé, pourtant, il y a beaucoup d'eau.
Alors le blé, il y a beaucoup d'eau, mais en fait, il y a différentes plantes et toutes les plantes ne nécessitent pas la même irrigation. Vous avez des plantes, je pense au chanvre là parce que c'est la grosse mode du chanvre, donc vous le connaissez peut-être aussi, c'est une plante de la même famille que le cannabis. Mais le chanvre sans THC, en fait, c'est une plante qui sert notamment à faire du tissu. Et à la base, on considérait ça comme une mauvaise herbe. Et c'est très peu consommateur d'eau par rapport au coton, par exemple. Donc c'est des plantes qui reviennent à la mode. Et en fait, toutes les plantes n'ont pas besoin d'autant d'eau pour leur irrigation. Donc c'est pour ça que t'as pas forcément le blé, alors que les lentilles, bah du coup, ça va consommer un peu d'eau. Les noix de cajou, pareil. Voilà. Je vais passer à la suite parce que sinon on pourrait passer des heures sur le sujet. Je vais laisser du coup Maxime vous expliquer un petit peu la suite, toujours en rapport avec du coup la pollution et le cycle de l'eau. Donc moi ensuite je vais vous parler un peu de la pollution. Si on prend l'exemple par exemple d'un cours d'eau comme la Garonne, elle va pouvoir rencontrer différents types de pollution sur le chemin. Donc en premier lieu on pourrait par exemple trouver tout ce qui est domestique, c'est-à-dire nous, lorsqu'on va simplement à la toilette ou qu'on éjecte par exemple des produits qu'on utilise pour nettoyer, comme l'eau de Javel. Malheureusement, ça finit dans le cours d'eau également. Ensuite, un autre exemple pourrait être la rencontre de tout ce qui est donc de pollution industrielle. Si on prend l'exemple d'une industrie, par exemple de la papeterie, à chaque fois, il y aura aussi des déchets organiques ou chimiques qui peuvent être déversés par la production. Ensuite, on a beaucoup de pollution agricole. Donc, il y aura tout ce qui est engrais naturel et aussi engrais chimiques. Donc, par exemple, quand ils sont mis sur les champs, lorsqu'il y a une pluie ou une grosse averse, en fait, simplement, ça peut descendre dans les cours d'eau et à nouveau, ça peut finir dans un grand cours d'eau comme la Garonne. Et enfin, on a tout ce qui ira donc de pollution maritime. Donc en fait, c'est par exemple, c'est tout ce qui est carburant qu'ils vont employer et également sur leur chemin, en fait, ça va être déversé simplement dans l'océan directement. Les carburants, les anti-fouling, c'est ce qu'on met sous les coques des bateaux pour les protéger. Tout ça, c'est des produits chimiques qui sont nécessaires. Et on en parlera tout à l'heure avec le matériel du surfeur, par exemple. C'est des produits dont on sert, dont on a besoin. Par contre, c'est des produits maintenant qui commencent à exister. Il y a des recherches qui sont faites pour faire des produits un peu plus vertueux, un peu plus écologiques et avec les mêmes fonctionnalités. Voilà, donc on avance dans le bon sens. Et ensuite, comme pollution, on a aussi la pollution plastique. Donc il faut savoir qu'au cours des 40 dernières années, le volume a été multiplié par 10 de la production de plastique. Malheureusement, le plastique il finit principalement dans l'océan, comme vous allez pouvoir le voir sur différents chiffres. Donc on a jusqu'à 80% des déchets qui sont jetés à la mer, qui finissent également dans l'océan, donc pas forcément de plastique, mais juste des déchets en général. Ensuite, on a 634 000 donc qui sont directement en fait versés dans l'océan en fait et du coup qui vont impacter toute la vie maritime. Et parmi ces déchets-là, en fait, c'est 75% qui sont du plastique. Ça fait à peu près, j'ai fait le calcul, je ne me rappelle plus, mais 450 000 kilos de plastique chaque seconde qui se déverse dans l'océan. J'appuie là-dessus parce que c'est un peu le plastique, c'est vraiment notre combat le plus important chez Waterlife. C'est pour ça que l'aventure a commencé, c'est pour ça qu'on a créé cette association. C'est vraiment un fléau. On va continuer d'avancer sur la présentation, mais c'est vraiment quelque chose, vous allez le voir, qui est terrible et il faut que tous ensemble on fasse un effort collectif pour réduire l'utilisation de cette matière qui était sa sortie dans les années 50 super quoi. C'était un miracle, ça a facilité la vie de beaucoup de monde, de tout le monde d'ailleurs. Mais maintenant, on se rend compte des problématiques liées à ce plastique. Et le problème, c'est qu'on s'en débarrasse pas comme ça. Et en fait, comment il peut finir dans l'océan ? Tout simplement, si on va au supermarché, on va prendre un sac, on fait nos courses. Malencontreusement, on ne fait pas attention, il s'envole. Il peut tout simplement finir dans un fleuve. Les fleuves sont reliés directement à l'océan. En fait, le plastique, malheureusement, il est facile, il peut être à usage unique, mais il va se décomposer dans l'océan et il va ensuite tout simplement être mangé par différents animaux marins, comme des petits poissons. Et en fait, on va compléter la chaîne parce que nous, on consomme aussi beaucoup de tout ce qui est de poissons, de tout ce qui vient de l'océan. Du coup, on va tout simplement ingérer directement nous-mêmes du microplastique, directement dans notre assiette. En fait, ça paraît un peu compliqué à imaginer comme ça, mais donc déjà, le plastique, c'est fait à partir de pétrole. Alors maintenant, il commence à y avoir des bioplastiques, mais globalement, c'est fait à partir de pétrole. Le déchet,
Donc vous allez jeter votre déchet, faire le tri. C'est bien de trier, on en parlera, c'est important de recycler. Mais même un déchet qui a bien été trié, peut-être que la poubelle dans laquelle il a été mise s'est renversée à cause de je ne sais quelle raison. Le déchet se retrouve par terre, même à Bordeaux dans votre rue. Le déchet reste par terre, il n'est pas forcément ramassé. Ce déchet, avec le vent, avec la pluie, il va dans le caniveau, il coule dans le caniveau, il tombe dans l'égout. Les égouts, ils vont où? Vous savez où vont les égouts? Dans la Garonne, à Bordeaux par exemple, les égouts ils vont dans la Garonne directement, et ailleurs, ou dans les cours d'eau avoisinants. Et une fois que c'est dans la Garonne, ou dans une petite rivière, ça va dans une plus grosse rivière, ainsi de suite, et ça finit dans la mer forcément. Toujours dans la mer, parce qu'avec l'effet éolien, donc avec le vent et la gravité, hein, le déchet est poussé vers le bas. Et donc le point le plus bas sur Terre, c'est quoi? Voilà, c'est la mer. Vous avez peut-être vu en vous baladant sur Bordeaux, ou si c'est pas le cas, vous ferez peut-être attention la prochaine fois. Mais il y a certaines plaques d'égout à Bordeaux qui portent la mention l'océan commence ici ou la Garonne commence ici. Ça rejoint ce que disait Xavier justement, à dire que les égouts ils sont directement en fait rejetés dans la Garonne, sans étape, souvent par la station d'épuration, qui permettrait peut-être d'éviter que certains déchets ne se retrouvent dans l'océan. On a participé il y a quelques années, nous, avec des enfants, justement, à une campagne de sensibilisation sur ces plaques d'égout. Ouais, alors vous allez dire à quoi ça sert du coup les stations d'épuration. En fait, il y a deux chemins possibles pour l'eau. Il y a l'eau que vous utilisez chez vous, la douche, le lavabo, tout ça, ça va dans les eaux usées. Et donc les eaux usées elles sont récoltées par les stations d'épuration, nettoyées, épurées et rejetées dans les cours d'eau. Ou dans le réseau, et après il y a toutes les eaux pluviales, donc tout ce qu'on a dans la rue, quoi, et tout ça peut pas passer en station d'épuration parce que quand il pleut fort, comme on peut avoir des gros épisodes de pluie, les stations pourraient pas gérer tous les litres en fait d'eau, c'est impossible. Donc ça va directement dans la Garonne, et je suis étonné et agréablement surpris que vous soyez au courant, parce que en général les gens ne le savent pas du tout. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des gens jeter un mégot, par exemple, de cigarettes dans l'égout, parce que pour eux, c'est moins pire que de le jeter par terre. Et en fait, non. Voilà, la Garonne commence ici. Et donc, tout simplement, si on continue comme ça, d'ici 2050, en fait, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans l'océan. Ce qui est un chiffre vraiment alarmant, donc ça fait assez peur, malheureusement, mais c'est la réalité, si on continue. Toujours par rapport au plastique, donc comme je disais, on va tout simplement l'ingérer à cause des microparticules de plastique qu'on va retrouver dans le poisson. Et donc chaque semaine, il faut savoir qu'on va du coup avoir plus ou moins l'équivalent d'une carte de crédit qu'on aura mangé en plastique sur la semaine. Tout le monde. Donc là, je ne sais pas combien on est dans la salle. Si on est 60. Et bien en une semaine, on aura mangé tous 60 cartes de crédit, à nous tous. Voilà. C'est énorme. En fait, on ne s'en rend pas compte, hein. C'est des microparticules. Et on les ingère, même en buvant de l'eau. Vous buvez de l'eau en bouteille, vous ingérez des particules de plastique. Maintenant, le plastique est tellement réduit avec le temps dans l'océan qu'on retrouve on a observé des particules de plastique dans du plancton. C'est pour vous dire à quel point les particules peuvent être petites. Oui, il y avait une question devant. Non, c'est tous les produits de la mer en général, comme les huîtres ou les moules, en fait, qui filtrent l'eau pour se nourrir et en récupérer les nutriments. Alors, si on mange pas de poisson, t'as un autre problème qui est la viande aussi, parce que c'est pareil, les animaux, ils boivent de l'eau, même les légumes. Et on en vient à, comme disait Xavier, le plastique, en fait, devient tellement microscopique, il est tellement roulé dans les océans, érodé par le soleil, qu'il se divise en des particules qu'on ne peut même plus voir, donc même plus collecter. Et il s'infiltre à tout niveau, en fait, de la chaîne alimentaire. D'où le chiffre des cartes bleues. On continue à vous donner quelques infos encore un peu choc là, histoire de vous réveiller, et après on vous donnera des solutions. Vous inquiétez pas, il y en a. Donc il faut savoir qu'à force d'être jetés dans l'océan, ils vont se rassembler en différents points, et donc ça va créer en fait tout simplement jusqu'à un 7e continent. Donc comme vous pouvez le voir tout en haut à gauche, donc ça c'est une image de le plus gros continent de plastique qui s'est formé, et il a la taille de 6 fois la France. Donc il faut s'imaginer, c'est assez dur à y croire, mais c'est bien 6 fois. Voilà, il est au niveau du celui-là, celui qui est gros comme 6 fois la France, il est au niveau du 5. Mais après, voilà, il y a un gyre, on appelle ça des gyres, les courants océaniques. Il y en a un dans chaque océan, en fait, globalement, plus ou moins gros. Donc ici, vous allez retrouver un peu la proportion des déchets plastiques qu'on va retrouver. Donc on a un peu dans le top 3, on a les bouteilles en plastique, bien évidemment. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est emballage alimentaire.
Donc ça peut être un sachet de biscuits par exemple, ou tout ce qui est contenant quand on prend un plat à emporter. Et ensuite, en troisième, on a surtout les mégots. Et donc c'est aussi un gros problème parce qu'il faut savoir que simplement un seul mégot en temps normal, ça va polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et donc c'est assez problématique, sachant que on le retrouve à quasiment à 10% parmi les déchets les plus retrouvés. Heureusement, il y a quand même des alternatives. Donc on a pas mal évolué surtout les dernières années. Donc il y a eu des lois qui sont rentrées en vigueur. Donc par exemple, des alternatives à tout ce qui est produit, donc entretien à la maison, même cosmétique, on aura tout ce qui est savon solide, on aura dentifrice solide que vous aurez l'occasion de pouvoir créer avec nous donc à l'heure d'après la conférence. On va créer un atelier ensemble où on va créer justement les dentifrices. Ensuite, vous pouvez retrouver tout ce qui est des contenants. Donc à la place des contenants en plastique, on peut maintenant beaucoup trouver des contenants en verre avec des couvercles en bambou. Des gourdes. Des gourdes aussi également. Et enfin, on a Birwap. Donc en fait, eux, ils vont remplacer tout ce qui est emballage alimentaire en plastique. Donc ils vont créer ça en fait à partir de la cire d'abeille. Et donc en fait, on va pouvoir même le régénérer. Donc à force d'être utilisé, il va donc tout simplement s'effriter. Et on peut remettre la cire par-dessus en fait en la chauffant. Donc il peut être réutilisable à l'infini. Voilà, il y a plein d'alternatives. On conclura après en positif. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer les problèmes liés aux différentes pollutions et notamment au plastique parce que c'est celle c'est là-dessus qu'on se bat le plus. Mais il y a plein d'alternatives et l'idée, c'est de vous intéresser au sujet de manière à ce que vous, dans votre vie, après, vous continuez à creuser, à prendre de l'information et vous allez voir qu'en fait, il y a plein de choses à faire pour l'environnement et pour diminuer nos pollutions et notamment la pollution plastique. Il y a vraiment beaucoup de pistes et en plus, ce qui est sympa maintenant, c'est que on en parle beaucoup d'environnement et du coup, il y a une sorte d'émulation collective et il y a un réel intérêt et c'est sympa même d'aller aider des assos et de s'engager. C'est vraiment sympa, quoi. On a vraiment l'impression d'être utile. Enfin, moi, c'est mon ressenti en tout cas. Et si je peux compléter aussi, je vous invite effectivement à être curieux des solutions qui peuvent exister pour remplacer le plastique, parce que non seulement, ok, c'est bon pour l'environnement, mais vous faites partie en fait de l'environnement et ce que vous ferez en fait pour limiter votre consommation de plastique, ça pourra que vous servir pour plus tard et essayer de préserver au maximum votre santé. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'une autre menace qui pèse sur les milieux aquatiques, autre que la pollution plastique, et c'est l'acidification des océans. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le pH au lycée peut-être, ou ouais, collège, lycée. Alors le pH en fait c'est une unité de mesure qui permet de savoir si un liquide est acide ou basique. Vous avez par exemple une autre unité de mesure qui est la température qui permet de savoir si l'eau elle est chaude ou froide. Le pH c'est pour déterminer du coup si un produit ou un aliment du coup est acide ou non. On estime qu'un pH neutre, donc quelque chose qui n'est ni acide ni basique, c'est 7. Et ça représente en fait le milieu. Donc vous avez 7 qui est ici. Nous, pour indication, le corps humain, il a environ un pH de 7,4. Et ensuite, plus vous allez vers les petits chiffres, donc plus vous allez vers le 0 et le 1, plus ce sera des aliments acides. Et plus vous allez vers le 14, qui est le maximum en fait de la mesure de pH, plus vous allez vers des produits basiques. En général, les produits qu'on consomme à manger, ils sont plutôt acides et les produits d'entretien donc toxiques, ils sont plutôt basiques. Donc ça, c'était pour la petite explication de c'est quoi l'acidification. En fait, l'acidification, c'est quand le pH il diminue pour tendre vers 0. Et vous allez peut-être me demander comment l'océan il s'acidifie. C'est une réaction chimique. Alors on peut croire que c'est un peu complexe, mais finalement c'est juste un petit comptage de lettres. Dans l'atmosphère, vous avez plusieurs composés. Vous avez du dioxygène, vous avez du CO2, du dioxyde de carbone, et toutes ces petites particules en fait, elles créent des échanges gazeux, notamment avec les particules de l'océan, qui sont majoritairement H2O. Et le CO2 en fait de l'air est amené à faire des échanges du coup avec l'eau, l'H2O de l'océan. Vous avez certainement entendu parler qu'on compte maintenant des bilans carbone. Donc ça veut dire la consommation par exemple d'une entreprise en CO2 ou votre propre consommation en fait de CO2 sur une année, rien qu'en vivant plus ou moins normalement. En fait, c'est une mesure qu'on utilise effectivement parce qu'on a tendance ces dernières années à rejeter dans l'air de plus en plus de CO2, donc avec les transports, avec l'industrie, avec l'élevage.
Et tout ça fait que la concentration en fait de l'air en CO2 est de plus en plus importante. Et donc du coup, de fait, comme l'air est amené à faire des échanges avec l'eau, notamment des océans, mais aussi des lacs, et bien du coup, ça va créer de plus en plus de particules qu'on voit ici, H2CO3, qui est un acide, donc de l'acide carbonique. Et c'est comme ça en fait qu'on détermine l'acidification des océans. C'est la pollution qu'on a sur Terre en fait qui rend l'océan plus acide. Via le cycle de l'eau qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, en partie. Et du coup, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que nos eaux à nous, comme les sculptures en fait squelettiques de la majorité des êtres vivants dans l'océan, c'est fait à partir de calcaire. Le calcaire, c'est un matériau qui s'érode au contact de l'acide. Donc plus les océans en fait s'acidifient, moins ça permet aux organismes vivants qui sont présents dans les lacs, les océans, les rivières, de se développer correctement. C'est-à-dire que l'acide va les empêcher de fabriquer une structure osseuse qui va permettre leur développement et même leur survie. Et ça commence avec le plus petit maillon de la chaîne, donc le plancton, qui va pas pouvoir se développer correctement. Et donc du coup, toute la chaîne alimentaire d'abord est impactée. Mais il y a aussi un second problème, c'est que vous avez peut-être l'information, mais l'Amazonie, la forêt amazonienne, on dit que c'est le poumon de la planète. Et ben il y a le premier poumon de la planète, c'est l'océan en fin de compte, parce que ce plancton, lui aussi, il produit en fait du dioxygène avec le même principe que les forêts et les végétaux en général, c'est la photosynthèse. En fait, il va absorber le CO2 et rejeter de l'oxygène qui nous permet à nous de respirer. Ce plancton, on l'a dit tout à l'heure, avec l'acidification des océans, il peut pas fabriquer un squelette assez solide pour vivre. Et donc, du coup, s'il y a plus de plancton, eh ben, de fait, on a un premier poumon de la planète qui est sacrément endommagé. Donc, voilà pour la petite parenthèse sur l'acidification des océans. Il y a peut-être des questions, étant donné que c'est peut-être un peu complexe. Je vous invite à... Oui ? Voilà, c'est ça. En fait, la vie, que ce soit le cycle de l'eau ou le cycle de la vie, c'est toujours un cycle. Et en fait, si on impacte un des maillons en fait de ces cycles, eh ben ça endommage tout le cycle. C'est pas juste une chaîne en fait, c'est un cercle qui se renouvelle en fait tout le temps. Et le fait effectivement d'impacter, même si c'est pas le premier maillon de la chaîne, le fait d'impacter à quelconque endroit le cycle, effectivement, ça a des conséquences sur tout le monde. Et là, juste pour résumer un petit peu, si on comprend bien que ce soit pour l'acidification ou pour tout ce qui est pollution plastique, quelque part, en fait, l'homme est un peu au cœur du sujet, au cœur du problème, mais donc on peut aussi être au cœur de la solution. Tout à fait. C'est pour ça que c'est le dernier sujet un peu choc qu'on va aborder aujourd'hui avant de passer aux solutions, parce que vous êtes acteur aussi de votre avenir. Et vous êtes jeune et vous êtes à un moment de votre vie en fait où c'est bientôt votre grand envol. En général, les étudiants, quand vous allez arriver à la fac dans assez peu longtemps, c'est les premiers moments de vie que vous allez avoir où vous allez vraiment faire vos choix en fait de consommation. Et c'est pour ça qu'on est aussi content d'être ici, pouvoir vous donner toute cette information-là, pour que vous puissiez en fait choisir en fonction de ce que vous avez envie en fait de donner à la planète plus tard, et surtout pour votre propre santé, et vivre dans une planète où vous avez envie de vivre finalement. Est-ce que vous avez envie de vivre dans une planète surpolluée par du plastique avec encore 10 autres continents de plastique ? J'en suis pas sûre. Donc voilà, on passe aux solutions tout de suite. Alors, bon, nous, vu qu'on sensibilise au travers des sports du glisse aquatique, on a donné tout à l'heure des solutions dans la vie de tous les jours, et je vous invite à vous intéresser vraiment au sujet pour développer tout ce côté-là dans votre esprit, et c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, en fait, finalement, quand on s'y intéresse. Mais là, on va vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire en tant que sportif et acteur. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que ça intéresse pas forcément tout le monde, on pratique pas forcément tous ces sports, mais voilà, on va vous donner quelques exemples. Par exemple, quand on se déplace, là on parle pour aller à la plage, mais ça peut être le cas tous les jours, il faut privilégier les modes de déplacement en commun ou de covoiturage. Ça paraît logique, mais c'est pas encore assez fait. Il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, et ça va vraiment nous aider à baisser le bilan carbone de chacun. Forcément, on va parler un peu de surf. À l'océan, on respecte ton spot. Faut respecter le milieu, même si on surfe pas, peu importe l'endroit où on a, il faut le respecter. Et nous, on a un slogan chez Waterlife, c'est une session, une action. En gros, ce que l'océan nous donne, on lui rend après. Et ça, on peut l'appliquer finalement
de partout en fait, au jour le jour, dans toutes les situations. Il faut juste réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour rendre la planète ce qu'elle sait bien nous donner. Voilà, donc dans tout ce qu'on fait tous les jours, il ne faut pas négliger les choix de matériel qu'on achète. Donc ça peut être des vêtements, ça peut être du matériel sportif. Voilà, là on a quelques alternatives pour le surf. Ça peut être des crèmes solaires qui respectent l'environnement, parce que souvent il y a des produits chimiques dedans et ça va faire blanchir les coraux et tuer un peu les écosystèmes. Donc faire attention à ce qu'on achète de ce côté-là, et notamment au niveau des vêtements, des combinaisons de surf qui sont faites à la base de pétrole. Maintenant il y a des alternatives qui existent, des planches, de tout ce qu'on achète aujourd'hui, quoi, en général. Donc voilà, il y avait un petit schéma, mais on va pas rentrer dans le détail. En ville, donc là ça nous concerne directement, ce que je disais tout à l'heure, on peut devenir acteur assez facilement en fait finalement. Il y a un slogan qui est Reduce, Reuse, Recycle, donc en anglais réduire, réutiliser et recycler. Ça c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, c'est important de l'appliquer. On peut facilement réduire ses déchets. Je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple ne plus consommer juste des bouteilles en plastique pour l'eau. Ça, c'est quelque chose qui est super facile à faire. Et en plus, l'eau du robinet, elle est bien meilleure pour votre santé que l'eau qui est en bouteille. Hein. Parce que l'eau du robinet, vu qu'elle est en libre service, elle est soumise à beaucoup plus de contrôle que l'eau en bouteille. Et en plus de ça, l'eau en bouteille, elle est stockée dans du plastique, donc il y a des microparticules que vous ingérez sans le savoir. Voilà. Bon, ça, c'est un des exemples, mais il y a plein d'exemples de réduction, comme le vrac, qu'on peut mettre en place. Ensuite, on peut réutiliser. On peut acheter des vêtements d'occasion. On peut réutiliser du vieux matériel qui fonctionne toujours. On peut ne pas changer son aspirateur tous les ans pour avoir le dernier aspirateur sans fil du marché, enfin ainsi de suite. Là, je vous donne un peu un exemple d'adulte, mais pour le téléphone peut-être aussi, pas changer de téléphone tous les ans. Il y a plein de choses à mettre en place. On blâme personne, hein. Chacun a ses passions, chacun a les choses qu'il aime, et voilà. Mais on peut toujours contrebalancer avec autre chose, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ensuite, recycler. Le mieux, c'est le déchet. Quand on utilise, en fait, il est produit, donc le mieux, c'est de pas l'acheter. Voilà. Mais si on est obligé d'acheter des déchets, notamment plastiques, moi, c'est le cas. Hein, j'ai réduit beaucoup mes déchets. Énormément même. Par contre, quand j'achète du plastique, j'essaie de le traiter au mieux et le recycler, essayer de le faire revaloriser. Je ne sais pas si finalement il va être réemployé, réutilisé, mais j'aurais fait l'effort de le mettre dans la bonne poubelle et d'être conscient que j'ai acheté un produit qui peut être nocif et dangereux pour la planète et pour tous. Voilà, Maxime, si tu voulais faire cette slide. Ouais. Donc pour continuer, partez aussi du principe, c'est un peu respecte ton spot, mais en ville aussi, c'est donc pratiquer un sport, donc on le fait durablement, donc on va le faire sur des infrastructures qui sont faites pour. Donc par exemple ici, on voyait une image, du coup c'était tout simplement une collaboration. Du coup, il y avait Léo Valls et du coup avec je pense que c'était un Suédois, donc c'était un partenariat avec la ville de Malmö. Et donc en fait, c'est en fait des structures, comme vous pouvez le voir, c'est des structures d'art qui sont en fait skatables, qui ont été construites par justement le skatepark Darwin. À côté aussi, c'est toujours chouette de consommer tout simplement chez les locaux. Donc on va au skate shop de la ville parce que c'est déjà plus chouette d'aller sur place, rencontrer des gens, on a de beaux conseils et on va aussi soutenir tout simplement nous la ville. Ici on a pris l'exemple de Sport Aventure sur Bordeaux. La dernière sphère, donc, c'est agir à la montagne parce qu'il y a aussi là-bas. Donc on retrouve, après chaque saison, on retrouve plus de 39 tonnes de déchets, principalement du coup aussi des mégots, emballages alimentaires, ça reste toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, simplement prendre un portatif pour mettre nos mégots dedans. Ensuite, tout ce qui est bon équipement, on a pris ici l'exemple d'une marque française qui fait beaucoup d'efforts. Donc on a toujours un peu la comparaison de matières naturelles avec les matières recyclées. Il faut toujours se rappeler que quand on produit des matières recyclées, ça reste en fait des déchets. On a toujours le mieux, en fait, ce sera toujours de réutiliser avant de recycler. Et donc ici, on voit l'exemple qui recycle des bouteilles de plastique pour en faire de la fibre. Enfin, donc on peut toujours favoriser aussi l'occasion, avant tout, surtout quand on est jeune, qu'on va grandir, qu'on aime bien le sport et qu'on va vouloir, surtout au fil des années, acheter du nouveau matériel. Et enfin, c'est toujours mieux d'aller tout simplement au spot ou à la station la plus proche pour soutenir notre région
Et aussi, ça va faire que la développer en leur donnant plus de revenus et la rendre encore plus chouette. Et enfin, je reviens un peu donc par rapport vers le déplacement vers le spot, vers le surf, comme Xavier a dit. C'est toujours chouette de faire du covoiturage, aller entre amis sur la station ou même en transport en commun. Et du coup, pour résumer tout ça, alors effectivement, on a pu voir tout au long des slides que la pollution qu'engendrent nos modes de vie à nous, donc vous, comme moi, comme Xavier, comme Maxime, comme tout le monde, elle a un impact énorme en fait sur la biodiversité et à terme, elle aura un impact sur nous. Elle l'a déjà d'ailleurs. Par contre, il est possible d'agir à votre échelle, même si ça commence par des petits gestes. On a tendance à dire que les petits gestes, des fois, ça sert à rien. Eh ben non, moi je suis pas d'accord. Chaque prise de conscience commence comme elle commence, avec des petits gestes. Et j'ai une phrase que j'aime bien, c'est le pire serait de ne rien faire. Et je suis toujours d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on fait un petit geste que c'est nul et que oui, d'accord, on pourrait faire mieux, mais tout le monde peut faire mieux, même ceux qui en font 36 des gestes. Donc je vous invite, comme on a pu le dire tout au long de la conférence, d'être curieux, de chercher ce que vous pouvez faire à votre échelle, parce que on peut pas tous faire les mêmes efforts, on n'est pas tous concernés de la même façon, mais à notre échelle, on peut tous choisir un tout petit truc qui va au final changer beaucoup de choses. Voilà, les sports de glisse, nous on considère qu'ils nous permettent d'avoir beaucoup de plaisir. C'est un sport passion et ça passe aussi par la préservation justement du lieu de pratique de ce sport. Et sportifs ou non, soyons consommateurs, c'est-à-dire faisons les bons choix de consommation qui nous ressemblent et qui favorisent en fait le respect de la planète. Voilà, juste pour finir, on vous a dit plein de choses. Je vois c'est drôle à chaque fois, on voit les regards qui louchent, on voit la tête qui tourne un petit peu parce que forcément quand on vous donne des données comme ça, c'est difficile à encaisser. On préférait ne pas les voir et continuer à vivre normalement. Malheureusement, elles sont bien là. Mais voilà, moi je suis là sur scène avec Gwenaëlle, Claire et Maxime à vous en parler. On est très contents d'être là. On a le sourire. Il y a des solutions. Et en fait, si on était vous perdu, en fait, si c'était vous à l'échec, on serait pas là à vous en parler. Hein. On serait en train de brûler la planète. Comme certains peuvent le faire. Donc non, il y a des choses à faire. On est là, on est content de vous en parler et on espère qu'on en aura convaincu quelques-uns aujourd'hui avec cette petite présentation. Et on espère que vous nous suivrez sur les réseaux sociaux aussi. Justement, vous pouvez scanner le QR code, ça mène à un Linktree et du coup, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn où c'est des articles un petit peu plus poussés et même sur TikTok, parce que vous êtes la génération TikTok, apparemment. Donc voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Justement, si vous voulez être curieux, pensez à suivre un maximum d'assos environnemental, donc nous ou d'autres, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci et on va beaucoup. passer aux questions. Mais combien de temps a-t-on pour les questions ? 2 minutes. D'abord, merci beaucoup à tous les trois pour votre engagement et pour cette super présentation. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Là-bas. C'était juste pour dire, sur le moment où, comme le chocolat, c'est utilisé de l'eau, il y avait le thé qui était en position assez haute. Pourtant, on fait sécher les herbes. On les fait... Oui, alors... Oui, mais on met pas énormément d'eau, on en met un tout petit peu. En fait, c'est pas forcément l'eau qu'il y a dans ta tasse. Alors, elle est comptée, mais en fait, ça représente une partie infime. Le thé, c'est un petit peu comme le café. Le thé, à la base, c'est une plante verte qui pousse notamment en Chine. Beaucoup en Chine. Je ne crois pas qu'il y ait de plantation de thé en France. Et du coup, tu as l'eau pour faire pousser la plante, qui est énorme, parce qu'en fait, une plante, on met pas 1 an à la cultiver, on en met plutôt 5 ou 10. Et ensuite, tu as tout le processus de séchage des feuilles. Tu as aussi le transport, du coup, des pays où le thé est cultivé vers nous. Et souvent, tu as des thés aromatisés, donc ça rajoute en fait des processus de fabrication. Et à la fin, effectivement, tu obtiens un truc comme 8 000 litres d'eau pour 1 kilo de thé. Bonjour, c'est possible. Est-ce qu'il y a un produit qui utilise 0% d'eau ? Très bonne question, moi je ne pense pas. Du coup, techniquement, tous les pots de riz sont un petit peu dangereux, non ? Pour la planète.
Alors, c'est pas parce que tu consommes de l'eau que tu es en soi dangereux. Les chiffres qu'on vous a donnés, c'est pas pour vous dire attention, ça consomme trop d'eau, il faut pas en consommer. C'est juste qu'il faut en fait équilibrer un peu comme tout. On n'est pas radicaux. On vous dit pas de plus manger de viande, de plus manger de chocolat, de plus manger de lentilles. C'est juste qu'effectivement, si on mange du chocolat tous les jours, c'est peut-être mieux du coup d'en manger un jour sur deux. Ces chiffres, on vous les donne pour vous faire prendre conscience en fait qu'un aliment super simple, en fait, il y a plein de choses derrière sa fabrication et plein de conséquences. Merci. On va prendre une dernière question. En fait, je voulais vous demander, j'ai pas vraiment compris pourquoi l'eau du robinet, elle était plus bonne pour la santé que l'eau de bouteille, en fait. En fait, l'eau en bouteille, elle est diffusée par des distributeurs. Pour l'exemple, un Cristalline par exemple. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement contrôlé. Et l'eau que tu as dans ton robinet, en fait, elle est en libre service. Tout le monde peut y accéder n'importe quand. Je parle en France, uniquement en France, pour l'eau du robinet. Et du coup, de fait, il y a énormément d'eau du robinet qui est consommée. Et vu que c'est diffusé à un plus grand nombre en libre service, il faut qu'il y ait plus de contrôle que... Si tu veux, l'eau des bouteilles, il y a les critères pour que l'eau en bouteille soit distribuable en grande distribution, ils sont plus bas que les critères d'eau du robinet. Parce que en fait c'est pas les mêmes quantités, c'est pas le même moyen de diffusion. Du coup, en fait, si tu compares une eau en bouteille classique et une eau du robinet, le robinet aura, c'est sûr, des meilleurs résultats. Alors après, il peut y avoir des problèmes et ils ferment le réseau, ça arrive. Quand il y a des travaux, des choses comme ça, mais globalement, l'eau du robinet est meilleure pour la santé que l'eau en bouteille. Comme tu as des réseaux en fait de canalisation qui alimentent toute une ville, donc beaucoup de canalisation, ça fait beaucoup de passages d'eau et donc du coup les contrôles se multiplient au fur et à mesure qu'il y a des canalisations. Tu vas prendre en fait les contrôles d'eau à plusieurs points, à la sortie de la nappe phréatique, puis à un certain embranchement des tuyaux d'eau, puis à l'arrivée de chaque ville, etc. Et en fait c'est ce nombre de contrôles que t'as pas forcément avec une eau en bouteille finalement où il y a qu'une seule source, qu'un seul robinet de sortie, quoi. C'est quel animal qui est le plus impacté par la pollution ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ça dépend des zones géographiques, ça dépend des problèmes. Si tu prends l'Australie il y a quelques années dans les gros incendies, c'était tous les animaux qui vivaient dans la forêt. Si tu prends les animaux marins dans l'océan, ça peut être par exemple je sais pas, la tortue, mais il n'y a pas de chiffre par rapport à ça en fait. Ça dépend vraiment des conditions et du milieu. Mais toute la faune et nous aussi également, on est tous globalement impactés par les pollutions et le plastique. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va conclure maintenant, mais je crois que vous avez un stand à l'hôtel de région qui se trouve au 2e étage du coup de l'hôtel de région. Vous nous trouverez, du coup, on a un petit atelier, il y a une pêche aux déchets avec des chiffres sympas, justement, c'est des déchets qu'on a retrouvés sur la plage, et si vous voulez des infos par rapport à ça, je sais pas si vous êtes déjà passé, mais ça peut être sympa de voir. Et pour ceux peut-être qu'on voit aux ateliers DIY tout à l'heure, à tout à l'heure. Et répondre aux dernières questions aussi. N'hésitez pas à aller les voir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.